Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Merci de vous être mobilisés encore une fois ce soir pour participer à cet exercice de redevabilité. Vous avez suivi il y a quelques jours mon collègue à ma droite, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a fait le tour de Kinshasa pour visiter les différents travaux de construction des universités. Pour la première fois depuis l'indépendance, le gouvernement de la République construit des universités modernes à travers le pays. Ce soir, nous allons faire un focus à son secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, mettez le meilleur et merci d'avoir une nouvelle fois accepté de vous prêter à cet exercice de redevabilité qui est l'image, la marque déposée du gouvernement que dirige le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Nous avons suivi depuis quelques mois les programmes qui construisent des universités à travers le pays. Ce soir, nous voulons faire un focus sur le programme de manière générale, mais aussi répondre à plusieurs questions que se posent les journalistes et même dans l'opinion, parce que nous avions entendu des messages du genre qu'il y a eu des détournement. Aujourd'hui, nous voulons, en toute transparence et dans l'esprit de redevabilité qui nous caractérise, donner à l'opinion des éléments d'information nécessaires pour permettre une meilleure compréhension de ce programme qui est à plusieurs titres historique parce que, avant nous, aucun gouvernement ne l'avait fait, construire simultanément 5 universités modernes à travers le pays. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Pour le changement de narratif et qui permettent aux ministres et aux autres gestionnaires publics de pouvoir s'adresser au peuple congolais et de se soumettre à cet exercice d'échange avec les journalistes dans le cadre de ce briefing que vous avez instauré. Je voudrais donc saluer l'ensemble du peuple congolais qui nous suit et les journalistes qui sont avec nous ici et donner les informations qui concernent notre secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons clôturé l'année académique 2021-2022 et depuis le 5, nous avons ouvert l'année académique 2022-2023 avec la publication de l'instruction académique de l'année qui a des innovations, de grandes innovations, parce que nous sommes à la deuxième année de la grande réforme sur le LMD. Beaucoup de gens croyaient que c'était une réforme inenvisageable pour la République démocratique du Congo. Donc nous avons supprimé pour la première année ce qu'on appelait G1, qui n'existe plus dans toutes les filières de la République démocratique du Congo. Cette année, nous avons entamé la deuxième année, donc les GD sont supprimés. L'année prochaine, nous allons donner les premiers diplômes LMD dans tous les pays. Donc la licence, désormais, elle est de 3 ans à la République démocratique du Congo, ce qui est le standard pour l'ensemble des pays. Cela nous permet d'avoir une grande mobilité. Et d'ailleurs, dans ce cadre, j'ai diligenté des missions à Kampala pour rencontrer les universités de l'East African Community qui nous ont accueillis sans problème parce que nous avons maintenant des programmes qui communiquent. Nous avons le même programme que tous les autres pays du monde. Nous avons le même programme avec la communauté de la SADC. J'ai conduit aussi une délégation au Zimbabwe pour permettre à nos étudiants qui quittent ici à L1, à L2, à L3 de pouvoir très rapidement rencontrer les autres programmes des universités du monde. Je voudrais aussi mettre à la disposition de la presque
au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, désormais nous avons un très grand portail qui s'appelle Bibliothèque nationale ici. Et nous avons, dans le cadre de la connectivité, mis à la disposition des étudiants les grandes bibliothèques du monde. Aujourd'hui, les étudiants, à travers leur téléphone, à travers une carte SIM que nous avons mis à leur disposition, ils peuvent accéder, consulter, télécharger des livres de leur domaine, et cela gratuitement. Et ça permet un accompagnement à ce système du LMD qui a des exigences en termes d'accès aux ressources pédagogiques libres. Nous avons aussi, dans le cadre de l'amélioration des infrastructures, donné des instructions précises aux chefs d'établissement pour que les fonds qui sont payés par les étudiants, qui sont appelés fonds de construction, servent à la réhabilitation et à la construction des nouvelles infrastructures à l'université. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes satisfaits de voir que dans tous les pays, les chefs d'établissement, effectivement, ils sont en train d'inaugurer de nouveaux bâtiments, d'inaugurer de nouveaux labos, d'inaugurer de nouvelles infrastructures qui servent maintenant à pouvoir accompagner les étudiants. Je voudrais maintenant passer à la question du grand programme, du vaste programme de construction des infrastructures qui a été lancé par les chefs de l'État, qui consiste à pouvoir construire la première phase, 5 universités dans le pays. Et nous avons commencé par la réhabilitation et la construction des universités à l'INBTP, Kinshasa, à l'UPEN, Kinshasa, à l'université officielle de Bujimaï, à l'université officielle de Kananga, à l'université de Bouni. Et la deuxième phase devra concerner l'université de Goma, l'université de Lubumbashi, l'université de Kikwit, l'université de Mbandaka et l'Institut supérieur de commerce de Matadi. Ça, sont les deux premières phases des vastes programmes de construction des universités. Et je voudrais commencer ici par rappeler que la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, puisqu'avant l'indépendance, il y a eu la construction de 3 grandes universités dans ce pays. Il y a l'université de Kinshasa, comme vous le savez, Monseigneur Gillon, il a construit avec les moyens, les subventions de moyens de l'État belge, mais aussi une grande partie de libéralité qui ont été données par des personnes de bonne volonté, à hauteur de plus à valeur actualisée aujourd'hui de 600 millions de dollars américains. C'est l'une des grandes universités les mieux construites de l'Afrique, l'université de Kinshasa. Il y a l'université de Lubumbashi, qui était, comme vous le savez, la grande université officielle Congo-Rwanda-Urundi, parce qu'elle a été construite par l'État congolais pour accueillir les étudiants de ce qu'était avant le Congo belge, Rwanda-Urundi. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez vu beaucoup de Rwandais ont étudié, des Rwandais comme des Burundais ont étudié à l'université de Lubumbashi parce qu'elle a été faite pour ces 3 États, même si certains d'entre eux se réclament congolais aujourd'hui. Ça, c'est l'étude parenthèse. Mais l'université de Kisangani, qui a été elle aussi, qui a reçu des subventions de l'État, mais une grande partie a été aussi donnée par l'Église protestante. Donc je voudrais vous dire que depuis la fin de l'indépendance, l'État congolais n'a pas songé à l'avenir de ses enfants, en construisant de nouvelles universités. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes 100 millions d'habitants, nous avons environ 1 million d'étudiants, nous avons donc besoin des infrastructures et grâce au président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à nous, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur de l'université, de mettre en place ce programme, un vaste programme de construction des universités. Nous avons entamé la première phase. Et je vous dis ici, c'est des universités, pour la plupart, qui commencent de zéro et qui vont être achevées après 3 ans. Je vais commencer par l'INBTP. L'INBTP a eu ce privilège d'être un des établissements proches de là où résident les chefs de l'État, mais aussi qui nous forment des cadres qui doivent construire nos bâtiments et nos maisons.
Si vous voyez les images d'illustration que j'ai pu mettre en place, vous pouvez voir là en avril à quoi ressemblaient les espaces que nous avons identifiés dans la première partie, puisque c'est l'université qui est utilisée, pour pouvoir mettre des nouveaux bâtiments qui concernent les homes et les auditoires. Alors, 8 mois après, aujourd'hui, voici les images que vous pouvez voir là-bas, des bâtisses qui y sont érigées maintenant. Les niveaux d'exécution, 8 mois après, vous pouvez voir déjà que la deuxième dalle a déjà été coulée. Vous pouvez y arriver, c'est des infrastructures impressionnantes et qui vont devoir être livrées à partir de l'année prochaine, parce qu'il y a des hommes qui sont en voie d'être achevés, il y a une partie des auditoires qui sont en voie d'être achevés, mais les travaux de réhabilitation de l'INBTP concernent tous les bâtiments qui sont là. Donc les anciens vont être réhabilités et des nouveaux bâtiments vont être faits, comme vous pouvez voir là, c'est la partie des auditoires qui sont construits avec tous les standards et ça sera complètement équipé. Parce qu'il y en a qui croient que les travaux ne sont pas en train de se faire. On a voulu effectivement que vous puissiez voir qu'en moins de 8 mois, il y a des choses qui sont faites sur le terrain et qui sont visibles et qui sont palpables. À l'Université pédagogique nationale, qui est le plus grand projet de tous ces projets que nous sommes en train de vous présenter ici, on va non seulement réhabiliter l'ensemble des bâtiments qui existent, mais on va construire d'autres grands bâtiments pour avoir encore beaucoup plus d'auditoires. Ce que vous voyez là, c'est le terrain de l'IPEN le 27 avril, lorsque moi je suis allé là-bas pour lancer les travaux. Je voudrais que vous voyez la deuxième image qui concerne la situation d'aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est déjà le premier niveau qui est déjà coulé, alors que la fondation à l'IPEN commence à 15 mètres avec les infrastructures imposantes, parce que ces bâtiments que vous voyez, c'est un bâtiment à 3 niveaux qui va contenir lui-même 24 auditoires d'une capacité de 400 places assises. Donc, ça vous montre un peu l'ampleur de ce grand bâtiment qui est en train d'être érigé, et vous pouvez voir vous-même sur les images que les travaux s'accélèrent, puisque ça, c'est des travaux de 8 mois. C'est des travaux de 8 mois. Alors, en dehors de cela, il y a d'autres bâtiments qui sont en train d'être retapés. Vous voyez à côté là, c'est l'exemple que je donne, à côté de ce bâtiment, il y a un gros bâtiment qu'on appelle le nouveau auditoire à l'UPEN. C'est un grand bâtiment qui a été construit avec près de 1,8 million par le comité de gestion là-bas. Mais l'expertise des ingénieurs, lorsque nous avons demandé qu'il soit fait, ces bâtiments-là, tous les gros bâtiments que vous voyez là, il va être détruit. Parce qu'il n'a pas été construit dans les normes. Il n'a pas été construit dans les normes. Donc, on a dépassé beaucoup d'argent dans ce bâtiment-là, mais il va être détruit. On va devoir construire un autre bâtiment à la place, parce qu'une infrastructure universitaire est appelée à recevoir beaucoup de gens au même moment. Et donc, ce ne sont pas des choses qui sont construites comme ce qu'on fait pour construire des bureaux administratifs ici ou autre chose. Non. Ça doit être fait avec la manière, et c'est pour cette raison-là qu'il y a des gens très spécialisés dans ce genre d'infrastructures, puisque vous voyez un bâtiment, par exemple, avec autant d'auditoires, si tous les étudiants doivent être dans les étudiants au même moment, vous comprenez le poids que cela représente, et donc il faut que cela soit construit dans les normes. Je voudrais aussi vous dire qu'à l'IPEN, les hommes, nous avons été avec les journalistes là-bas, ils ont vu que les bâtiments que vous voyez là, les hommes, sont quasi terminés. Ces chambres ont été modernisées et ils sont déjà équipés. Et donc, ce sont les premiers bâtiments que nous allons devoir inaugurer. Non seulement les hommes, les R+3, il y a aussi les plus grands hommes là, les R+6, qui n'avaient pas d'ascenseur. Pour ceux qui ont étudié à l'IPEN, on a dû les mettre les ascenseurs. On a mis des toilettes qui sont dans les normes pour permettre à nos étudiants à l'Université pédagogique nationale demain d'être bien logés. Ça va concerner aussi tous les autres bâtiments qui vont être remodelés
et des espaces pour permettre à nos étudiants de pouvoir les faire dans de bonnes conditions. Alors, allons à Bujimaï, parce que je suis très sûr que beaucoup de gens sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe à Bujimaï. Ils ont dit que voilà, les travaux qui ont commencé là-bas, ils n'ont jamais commencé, les choses ne se sont pas. Ça, c'est l'image de mai, lorsque je suis allé lancer les travaux à Bujimaï. Vous pouvez voir le terrain qui était vide. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, c'est que les travaux ont bel et bien commencé. Les fondations sont en voie d'être terminées. Et vous allez dire, pourquoi les fondations alors que vous avez commencé au même moment avec Kinshasa et que Bujimaï, on voit que ça ne marche pas très vite? La raison, elle est simple. Les conditions d'approvisionnement à Bujimaï ne sont pas les mêmes que les conditions d'approvisionnement ici à Kinshasa. Comme vous pouvez bien le voir, le matériel de construction certainement n'a pas été livré dans les délais que nous connaissons tous que ce qui se passe à Bujimaï. C'est peut-être que pour cette raison, beaucoup d'autres travaux vont être aussi impactés. Vous savez vous-même que la route n'est pas encore et que le train qui fait Moneditu n'est pas tellement régulier, ce qui fait qu'effectivement, à cause des retards d'approvisionnement, on a des problèmes pour le rythme d'avancement des travaux en Bujimaï. Mais je voudrais vous dire, ce que vous voyez là, c'est le gros de travail pour la fondation qui est quasi terminé. Et que donc, comme ils assurent que d'autres livraisons ont été faites, les travaux vont devoir s'accélérer et nous allons avoir de belles infrastructures, de nouvelles infrastructures pour l'université de Bujimaï. Il en est de même pour Kananga, qui connaît pratiquement les mêmes conditions. Ça, c'est le terrain tel qu'il était à juin lorsque moi je suis arrivé là-bas. Vous pouvez le voir, le terrain est vide. Mais si vous voyez les images d'aujourd'hui, vous allez voir que non seulement on a pu creuser, mettre déjà les basements, et vous voyez que les bâtiments sont en train de sortir des terres. Ce que vous voyez là, ce sont que des images de drones. Mais si vous allez sur le terrain, c'est des vastes terrains qui sont concernés, puisque là, c'est des terrains qui vont comprendre non seulement les gros bâtiments de 4 étages des auditoires, il va comprendre aussi des homes, des laboratoires, et toutes ces infrastructures sont complètement équipées. Je ne vais pas vous fatiguer parce que cet exercice consiste à apporter la bonne information à la population. Le programme de construction des universités, il continue et il va continuer. Et ça va être pour la première fois, et j'insiste sur ça, que la République démocratique du Congo va songer à pouvoir donner des infrastructures adéquates à nos universités, pas seulement à Kinshasa, mais cette fois-ci aussi dans plusieurs provinces. Et ce programme va continuer. Le chef de l'État nous a demandé de pouvoir continuer avec ce programme. Je voudrais chuter à ce stade ici en vous disant que pour ce qui concerne les attributions des marchés, nous avons respecté toutes les étapes. Ce programme aurait dû commencer depuis trop longtemps, mais le chef de l'État, puisqu'il tient au respect de la loi, a exigé que toutes les étapes de passation de marché soient respectées, ce qui a été fait. Et nous félicitons notamment la Cour des comptes qui, dans son travail régalien, va devoir procéder effectivement à la vérification de la régularité de tous les actes qui ont été posés dans le cadre des marchés qui ont été gagnés à ce stade. Donc je voudrais vous demander au peuple congolais d'être patient. C'est vrai qu'à Bujimaï, ça n'avance pas au même rythme qu'à Kinshasa, mais ces travaux seront achevés parce que la volonté du chef de l'État est celle-là et elle va être respectée. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, merci. C'est lui qui n'a rien à craindre là, mais l'objectif ici, comme le président de la République l'a dit plusieurs fois, c'est d'abord les ressources humaines. Autant nous faisons un effort pour ce qui concerne l'application de la gratuité de l'enseignement, autant nous faisons un effort au niveau universitaire, que ce soit dans les traitements du personnel académique de professeurs, mais aussi dans les infrastructures qui accueillent ceux qui doivent décider de l'avenir de ces beaux pays. Nous allons commencer notre série de questions. On va commencer avec Innocent Olenga. Parle de la taxe RAM.
qui de vous ne nous dit pas la vérité? Au ministre Mouyaya, les réfugiés congolais, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est d'actualité. Les réfugiés congolais sont menacés de refoulement au Rwanda. Quelle est la position du gouvernement? Deuxième petite question. On accuse la RDC d'utiliser les mercenaires. Vrai ou faux? Merci. Alors, si celui qui a signé le contrat vous donne les chiffres, allez-vous vous fier aux chiffres de la rue? Parce qu'effectivement, s'il y a quelqu'un qui n'a pas qualité de donner les chiffres et qui les donne, ça s'appelle évidemment les chiffres de la rue. Donc, je voudrais que vous puissiez vous fier aux informations qui sont données par nous-mêmes. Et je ne vais pas entrer dans les fonds de la question, mais je voudrais vous dire que dans mon cabinet, il n'y a pas un conseiller qui a ce nom. Et donc je ne peux pas commenter quelque chose qui a été dit par quelqu'un qui n'a pas qualité. Mais en quelle qualité était-elle descendue sur le site et puis accompagnée de la terre? Posez-lui la question. Voilà, Innocent Olenga, vous avez posé la question sur les réfugiés congolais menacés des réfugiés. Quelque chose qui ne fonctionne plus normalement autour du président Kagame, parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait, nous avons démontré notamment à travers le livre blanc, les rapports des experts est venu confirmer l'agression de la RDC. J'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement, parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il ne tienne des propos qui sont assez dangereux et qui concernent la République démocratique du Congo. Mais il y a des points que nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Parce que, souvenez-vous qu'en mai 2021, lors de l'éruption, les Congolais qui s'étaient réfugiés de l'autre côté n'ont pas voulu rester un seul jour de plus. Et ils sont tous rentrés. Souvenez-vous, c'est récent. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas, qui malheureusement sont instrumentalisés pour de fins politiques quelquefois. C'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative de recul sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur parce que vous ne pouvez pas vous permettre, en tant que chef d'État, vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux en la matière. Et pourtant, il y a ces fameux deals du siècle avec 140 millions de pounds, 140 000 pounds par tête des réfugiés qui a été fait à corps et à cri avec le gouvernement britannique. Peut-être que la pression, il voudrait que la communauté internationale commence à payer par tête des réfugiés parce que c'est finalement l'argent qui vaut plus que tout. Deuxièmement, aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons distraits. Derrière le président de la République, nous travaillons à défendre l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes engagés, et vous avez suivi tous les communiqués qui sont sortis dans le processus de Luanda, où chacun a ses responsabilités. Il ne faut pas que le Rwanda se dérobe de sa part de responsabilité. Parce que sur la question des réfugiés, nous sommes disposés à accueillir nos frères. Évidemment, nous devons faire le travail des contrôles, c'est procédural, pour nous assurer que derrière les réfugiés, nous connaissons les méthodes, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent. Et de ces points de vue, nous, on a fait notre part qui fasse la leur. Quid des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo?
ces réfugiés qui, pour lui, sont tous devenus FDLR, force négative. Encore que nous ne ferons jamais comme lui parce que nous sommes hospitaliers et disposés. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait devenu le Rwanda en 1994 si la République démocratique du Congo avait fermé ses frontières? Si nous avions ouvert nos frontières à cette époque, mais c'est parce qu'il y avait une demande de la communauté internationale pour des besoins humanitaires. Et depuis, nos malheurs ont commencé. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'il fasse semblant pour ignorer sa responsabilité dans la crise en RDC. C'est démontré depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus qui pour nous est le plus important, reconstruire notre appareil sécuritaire. Nous avons souscrit à une dynamique qui nous permettra d'arriver à la paix et nous voulons, nous, arriver à cela. Mais pour ce qui concerne ces déclarations, c'est dans les mêmes esprits qui aujourd'hui ont dit la République démocratique du Congo engage des mercenaires. Nous étions à Londres, vous aviez suivi le président de la République qui avait répondu très clairement sur cette question. Il a dit qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes de milice. Mais la République démocratique du Congo, comme un État souverain, est en droit d'organiser sa défense. Lorsque nous avons des avions Sukhoi, mais il y a un personnel technique qui doit les entretenir. Et si nous ne disposons pas de la main-d'œuvre, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin des instructeurs, et que nous avons de compétences, notamment des anciens de la Légion française, est-ce que nous, on doit s'y priver de recourir à des moyens qui puissent nous permettre d'assurer la formation de nos militaires pour défendre l'intégrité de notre territoire? Et donc tout ça, ça procède de la mauvaise campagne, parce qu'on veut à tout prix écarter l'attention internationale sur la responsabilité du Rwanda à travers la M23 dans l'agression de la RDC, dans les massacres des Kishishi. Parce que c'est ça le vrai problème sur lequel, en tout cas pour nous, justice doit être faite. On a impunément tué des compatriotes par des militaires qui parlaient anglais, les rapports l'établissent. Nous savons tous qu'en RDC on ne parle pas anglais. Mais donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on cherche des faux fuyants pour nous écarter de l'objectif essentiel. Et je vais terminer sur le sujet, peut-être que mon collègue pourra dire un mot de plus à propos. Les droits humains, c'est la preuve véritablement que les droits humains n'ont aucune valeur pour le président rwandais. Ni la liberté d'expression, ni la liberté de manifester. Et d'ailleurs, pour la liberté de manifester, on instrumentalise des réfugiés congolais parce qu'il y a un calcul politicien derrière. C'est le paroxysme de l'indécence. Mais nous, comme République démocratique du Congo, nous allons faire notre part. Nous allons respecter nos engagements et nous allons travailler à restaurer la sécurité dans cette partie de notre territoire et nous assurer que nos efforts pour la reconstruction de notre appareil militaire s'effacent et pour continuer notre chemin en tant qu'État et en tant qu'État qui veut véritablement jouer son rôle stratégique à la fois au plan militaire, économique, au cœur de l'Afrique. Collègues, vous avez peut-être un petit commentaire sur ces sujets qui, malheureusement, nous sortent du sujet principal. Merci beaucoup. La FDLR qui sont la République démocratique depuis longtemps. S'il avait accepté d'ouvrir le dialogue avec eux, on ne parlerait plus de ces questions de crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, le chantage qu'il fait en faisant brandir des vrais faux réfugiés, c'est un chantage malheureux, parce que, bon, si vous allez au Rwanda aussi, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de nouveaux réfugiés congolais au Rwanda, parce qu'aucun Congolais ne peut accepter de vivre dans une prison. Le Rwanda, c'est une prison. Quelqu'un ne peut pas quitter la RDC et aller vivre dans une prison. La preuve, le ministre l'a dit, c'est que pendant que les volcans descendaient sur la ville de Goma, il y a plus de 800 000 personnes qui sont allées du côté de Sake, alors que c'était plus facile et plus sécurisé d'aller au Rwanda. Il n'y a que 4 000 personnes qui sont allées au Rwanda. Ça veut dire que les Congolais, les vrais Congolais, n'accepteraient pas d'aller se réfugier au Rwanda. Donc c'était chantage malheureux, malheureusement. Merci. Voilà, et je pense qu'il devrait s'interdire de prendre en otage la protection des droits de l'homme. Aujourd'hui,
il y a eu beaucoup de manifestations de personnes handicapées devant justement votre cabinet pour exiger à ce que l'on applique ces résolutions. Où en est-on avec l'application de ces résolutions liées aux personnes en situation de handicap? Et toujours dans ce volet, est-ce que les constructions de ces différents bâtiments dans nos universités tiennent compte aussi des personnes en situation de handicap? Alors, j'aimerais rentrer un tout petit peu sur les questions liées à l'actualité, mais particulièrement à la situation qui sévit dans l'Est de la RDC. Excellence Mouyaya, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir l'information sur ce qui se passe dans le terrain des opérations? Parce qu'on a l'impression, on apprend d'une part que les M23 se retirent, et d'autre part, ils gagnent d'autres territoires, d'autres localités, toujours dans le territoire de Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et j'aimerais poser aussi une autre question, toujours dans ce volet. Le mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 avait accouché des résolutions assez fermes, notamment la cessation des hostilités et le retrait des positions occupées. Aujourd'hui, on est en 2023, c'est pratiquement le 11e jour. Les M23 occupent encore des territoires, faisant justement ce subterfuge de se retirer, mais on apprend qu'ils continuent de gagner des territoires. Est-ce que la RDC, Kinshasa, devrait continuer à s'aligner dans la ligne droite de résolution de Luanda quand on sait que sur le terrain, ça reste une ligne lettre morte? Et donc, au moment où je vous parle, les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et à l'est de la RDC, à la fois pour s'assurer que ces plans de retrait respectés, à la fois pour s'assurer que nos forces armées prennent des dispositions, parce qu'il y avait une contrainte qui avait été donnée dans le plan, c'est que si les M23 ne se retiraient pas, il y aurait une offensive. Je pense qu'il ne faut pas se tromper, cette offensive est en préparation. Et que de toute évidence, il faut vider les subterfuges qui existent de tout genre. Et il faut savoir aussi que ces processus, c'est un processus qui est difficile, parce que lorsque vous avez des parties prenantes, nous avons parlé d'un pays tout à l'heure, qui cherche toujours à compliquer les choses, mais soyez-en sûrs que le moment venu, nous reviendrons avec le porte-parole de l'armée pour que nous puissions être en mesure de vous édifier sur la situation, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, nous documentons au quotidien ce qui se passe à l'Est. Ce que nous avons fait dans les livres blancs, ce n'est qu'un début, parce qu'il n'y a aucun crime qui ne sera pas recensé. Vous avez vu récemment qu'on en a tué encore 24, qu'il y a des enlèvements, il y a des jeunes qu'on enrôle dans l'armée. Toutes ces questions, c'est des questions que nous suivons de près. Des moments venus dans le cadre du mini-sommet de Luanda, il y a un sommet des chefs d'État qui est prévu, je crois, dans les jours qui viennent. On pourra y revenir. Et d'ailleurs, si tout va bien, à son retour avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nous ferons le point global du processus à ce stade, mais on va aussi parler de ce qu'il y a eu comme victoire diplomatique sur la levée, la mesure de l'embargo et tout ce qui s'en est suivi et tout ce qui s'est passé au mois de décembre. Donc, gardez vos questions pour cet exercice-là. Nous aurons l'occasion d'y aller en profondeur. Monsieur le ministre, désolé de cette intrusion. Merci, non, mais c'est très important. Essayez de démontrer la bonne foi. Puisqu'on sait que le Rwanda ne respectera pas ses engagements. Il a toujours été dans la politique de talk and fight. C'est cette politique qui les a permis de prendre Kigali. Pendant qu'ils parlent à gauche, ils sont en train de se battre à gauche, à droite. Ils sont dans une essaie de tenter de distraire les forces régionales, notamment en cédant des places à gauche, en récupérant d'autres à droite. Mais tout ça, c'est une démonstration au vu de toute la communauté internationale qu'on a affaire à un acteur de mauvaise foi. Ce n'est pas mauvais. Donc lorsque on parle de la carotte et la chicotte, lorsque la chicotte va arriver, au moins tout le monde saura que la République démocratique du Congo a posé des actes de bonne foi. Nous avons aussi donné des instructions spécifiques pour que, pendant les inscriptions, on tienne compte des personnes vivant avec handicap. Et enfin, nous avons signé un document pour demander une instruction, pour demander à tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire d'exempter les frais tous les handicapés sensoriels. Et cela est appliqué. Nous recevons les rapports chaque année. On peut vous en donner, vous pouvez suivre dans toutes les institutions. On a bel et bien souligné la question des personnes vivant avec handicap, mais tous les handicapés sensoriels ne payent pas au sein des universités parce que le gouvernement congolais en a décidé ici. Donc, nous avons respecté à la lettre ces instructions qui concernent les personnes vivant avec handicap.
On va prendre la question de... Vous dites? Des bâtiments, elles tiennent compte. Bien évidemment, ceux qui ont été avec nous dans la tournée, ils ont vu que, par exemple, à l'UPEN, dans les nouveaux homes, dans les homes, on a tenu compte, on a créé des rampes pour les transports des personnes vivant avec handicap. Donc, on a tenu compte de cette question parce que le gouvernement, le chef de l'État, a donné une instruction ferme que tous les ministres doivent désormais tenir compte de la situation des personnes vivant avec handicap. Merci. Jordan? Qui a vérifié les documents et la régularité de tous les actes qui ont été posés. Ils n'ont pas malheureusement souligné qu'il y avait une entreprise qui aurait gagné des marchés partout. Et moi-même, en vous suivant, j'ai vu que ceux qui ont gagné des marchés, c'était plutôt des consortiums. Je ne veux pas dire c'est l'entreprise qui a gagné les marchés parce que plusieurs entreprises qui sont associées pour pouvoir exécuter ces marchés-là. Donc, nous vérifions les dossiers. Nous ne sommes pas habilités à pouvoir vérifier la personne qui est derrière chaque dossier. Puisque sinon, nous entrons dans une subjectivité. Dans le cadre de ce que nous faisons comme travail, ceux qui présentent les beaux dossiers, ceux qui présentent les bonnes garanties, c'est eux qui gagnent les marchés. Et ça se passe toujours comme ça. Si nous devons à chaque fois regarder toutes les personnes qui se retrouvent derrière chaque chose, comprenez que nous serons amenés à être plongés dans la subjectivité. Et je voudrais vous dire que vous devez faire confiance à tous les organes qui ont été créés. Nous avons eu une loi sur les marchés publics. Et je vous dis, c'est le travail le plus compliqué à faire à chaque ministre. Absolument. Il y a même des voix qui s'élèvent pour dire que c'est tellement lourd que peut-être il faut alléger. Vous savez que nous avons fait 9 mois pour arriver à l'aboutissement de cette procédure qui a fait des va-et-vient vers les organes techniques qui sont chargés de vérifier si nous avons pu respecter la procédure. Et donc, les meilleurs ont gagné. Je ne voudrais pas donner ici des réponses pour nous amener dans une subjectivité de dire que tel ne peut pas gagner, c'est plutôt tel qui doit gagner. C'est le meilleur qui a gagné et ça se passe toujours comme ça. Voilà, on va prendre le... Alors, il y a la Cour des comptes qui... Voilà, la Cour des comptes, c'est ça son travail. Le travail de la Cour des comptes, bien évidemment, de pouvoir vérifier la régularité des actes qui sont posés, notamment pour des questions qui concernent des marchés publics comme ceci. Donc c'est ce travail, d'ailleurs c'est ce travail de routine qui doit être fait chaque fois qu'il y a des dossiers, des marchés qui sont faits. Donc c'est un travail normal. Ils vont devoir donner leur rapport à l'Assemblée nationale qui va faire des vérifications. Je suis d'ailleurs très content que la Cour des comptes soit saisie du dossier, puisque je suis très sûr qu'ils vont devoir rendre un rapport pour effectivement confirmer la régularité de tous les actes qui ont été posés. Très bien, on va prendre... Par étapes, parce que sinon ça pourra handicaper la suite des travaux. Donc, dans les 3 ans, tous les bâtiments auront été complètement renouvelés, tout en privilégiant que les bâtiments qui finissent, ils sont directement occupés par les étudiants pour permettre aux autres auditoires d'être libérés et d'être réhabilités comme prévu. Alors, la question de Moïse Katumbi, qui a demandé aux gens de quitter le gouvernement. Vous savez que moi, j'étais membre de G7. Nous avons été appelés à démissionner. Moi, j'étais aussi président du groupe parlementaire. Même si c'était petit poste que j'avais, nous avions été amenés à les quitter. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une idéal. Nous étions dans un combat contre le 3e mandat. C'était un combat pour la nation congolaise. Mais aujourd'hui, me demander, moi, Moïse Nzangi, de démissionner du gouvernement, puisqu'un candidat président de la République doit avoir un discours, puisqu'apparemment pour être élu, il faut être de l'opposition. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un doit abandonner le gouvernement pour donner à quelqu'un d'autre un discours comme candidat président. Voilà pourquoi je n'allais pas accepter l'écoute. Surtout que vous conduisez de réformes majeures qui permettront... Surtout que je conduis des réformes majeures et que le président de la République ne m'a jamais interdit de pouvoir dérouler la politique de l'enseignement supérieur universitaire que je suis en train de mettre en place. Et surtout, que j'ai un bilan à défendre. Alors donc, maintenant, vous voulez que je quitte aujourd'hui, et puis je vais aller dire aux gens, voilà, ce gouvernement-là... Alors, je vais encore dire, ce gouvernement-là, voyez,
C'est un gouvernement qui n'a pas bien travaillé, alors que moi-même j'ai travaillé dans ce gouvernement. C'est quelle contradiction? Ça va être une contradiction. Donc moi j'ai choisi de défendre mon mandat, de défendre mon bilan, qui est celui de l'exercice des fonctions publiques. Voilà, on va prendre, avant la question... La formation militaire, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la formation militaire obligatoire, mais il s'agit d'une partie des enseignements, des cours qu'on appelle unité d'enseignement dans le système LMD qui va concerner les étudiants de l'année de recrutement. Et donc les étudiants vont devoir passer dans cet assez court qui s'appelle... Les recrutements, c'est-à-dire G1. Le G1 a disparu, donc vous êtes encore... Je suis démodé. Vous êtes démodé, donc ça s'appelle L1. L1, voilà, merci. Donc tous les étudiants de L1, LMD, comme ils aiment bien s'appeler, ils vont devoir dans ce qu'on appelait anciennement les cours d'éducation à la citoyenneté que le système LMD a converti en valeur et symbole de la République. Ce cours va avoir une partie pratique et une partie théorique. La partie théorique va concerner la connaissance du pays et la connaissance des enjeux géostratégiques du pays. On doit apprendre à nos enfants quels sont les problèmes qui guettent le pays, quelles sont les menaces qui pèsent contre notre République. C'est très important que tout le monde le sache. Et ils vont avoir des notions de secourisme, mais aussi ils vont avoir une phase de formation pratique qui concerne effectivement une formation à la préparation militaire, qui concerne une partie des REI, qui concerne une partie des sports physiques, qui concerne une partie de secourisme au combat, mais aussi qui concerne une partie des maniements d'armes. Ils vont devoir apprendre comment tirer les armes. C'est une formation basique, je voudrais bien le préciser, mais ceux d'entre les étudiants qui voudront poursuivre et entamer la carrière militaire, ils pourront effectivement aller dans des formations spécialisées, notamment dans des centres de formation militaire proprement dit. Mais on le fait pas seulement dans la perspective de dire que nos enfants doivent nous aider à protéger notre pays demain, mais aussi pour renforcer le patriotisme, pour renforcer la discipline. Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des petits trucs, les gens brûlent leur propre bus, les gens brûlent leurs propres auditoires, la discipline n'est pas là, le patriotisme n'est pas là, le respect des biens publics n'est pas là, mais à travers cette formation militaire, effectivement, il y a des exercices précis qui permettent aux gens d'être disciplinés, mais aussi d'avoir un savoir qui les permet de pouvoir affronter les problèmes de la vie quotidienne. Et c'est ça la formation militaire basique qu'ils vont devoir recevoir cette année à Calais. Voilà, Excellence Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est par ici que nous terminons cet exercice. Évidemment, le plaisir de vous recevoir dans un autre exercice, parce que nous avons fait de la relevabilité un exercice permanent. Il ne faudrait pas que plus tard les gens nous disent que nous faisons la campagne, parce que nous l'avions déjà commencé, et nous continuerons dans cet exercice pour montrer aux Congolais ce que nous faisons sous la conduite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci et bonne soirée chez vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du